Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Enfin une bonne nouvelle. Le commerce extérieur français va se porter de mieux en mieux. Vous vous demandez certainement pourquoi cette bonne nouvelle et d'où nous vient-elle? Eh bien, elle nous vient tout simplement du fait que nous avons enfin trouvé les successeurs de Laurel et Hardy. Qui sont-ils? Mais voyons, vous l'avez compris, Éric Woerth et Roselyne Bachelot. Ils faisaient irrésistiblement penser à ces deux grands comiques disparus en présentant le 24e plan de sauvegarde de la sécurité sociale. Pourquoi Laurel et Hardy? Mais parce que ceux qui sont cinéphiles se souviennent sans doute de cette extraordinaire scène où Stan Laurel explique en se grattant la tête, de façon inimitable, vous savez, avec le haut de la main, explique à son compère qu'il lui a donné à lui, qu'il a donné à elle, qu'il a donné à lui, qu'il a redonné à elle, qu'il a redonné à un autre, qu'il a redonné à lui, qu'il a donné à elle, qu'il a donné à lui. Alors voilà, le plan de sécurité sociale, c'est ça. Alors on prend un petit peu ici, on remet là, on va chercher quelques centaines de millions d'euros dans la caisse des autres, celle des mutuelles, ou des institutions de prévoyance, ou des sociétés d'assurance. On ne sait pas encore exactement si tout le monde sera touché, mais probablement oui. En tout cas, le plus bel exemple de ce jeu de passe-passe, c'est les 9 milliards de dettes de la sécurité sociale, de dettes non confinées dans la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui, normalement, puisqu'elles vont être versées à la CADES, normalement auraient dû conduire, car depuis 2005 il y a une loi à cet effet, à un relèvement de la CRDS. Comment faire pour ne pas augmenter les prélèvements sociaux? Mais c'est très simple. Vous affectez une partie de la CSG destinée au fonds de réserve des retraites, au financement de ces 9 milliards, et la boucle est bouclée. Tout ceci est dérisoire, et bien entendu à 1000 lieues du plan qu'il faudrait adopter pour sauver non pas la sécurité sociale qui n'est plus sauvable, mais la protection sociale. Ces deux ministres font irrésistiblement penser non seulement à Laurel et Hardy, mais aussi à ces augures romains du 1er siècle avant Jésus-Christ, la République finissante, qui, paraît-il, ne pouvait pas se regarder sans éclater de rire, ou bien encore à ces attitudes propitiatoires, toujours à Rome, qui voulait, quand on s'adresse à un dieu pour obtenir une faveur, qu'on tourne 27 fois sur soi-même en crachant chaque fois d'une façon différente. Aucune de ces scènes n'est manifestement au-dessus du talent de nos deux ministres, et d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, d'aucun de leurs collègues du gouvernement ou du président de la République ou du Premier ministre. Le Premier ministre qui, lui, est quand même un peu plus proche de Buster Keaton, il faut le dire, avec son air triste, et maintenant avec son mal de dos, enfin tout ceci va très mal. Mais bref, si tous ces comiques finissent par nous obtenir les résultats que nous espérons en termes de commerce extérieur, car enfin tous ces films nous allons les vendre à l'étranger, eh bien peut-être que les milliards que nous perdons chaque année deviendront moins importants et que nous arriverons à équilibrer un peu mieux nos finances extérieures et notre déficit commercial. Pour être plus sérieux, encore qu'il soit très sérieux d'être gouverné par des personnages de cet acabit, disons que le plan de sauvegarde de la sécurité sociale n'a évidemment de plan et de sauvegarde que le nom. On ne sauvegarde rien en essayant de colmater ici et là une brèche et en déplaçant une somme, en mettant ici une rustine ou un autre morceau de tissu pour essayer de combler le vide du trou du pantalon. Enfin bref, tout ceci est dérisoire, ridicule, absurde, mais surtout criminel. Car enfin, de quoi s'agit-il en ce moment? Bien tout simplement du fait que la France est en train de s'effondrer littéralement sur le plan économique et sur le plan social. M. Sarkozy est, paraît-il, très content de lui, il est même très content de ses ministres, enfin il est content de tout le monde. Tout va bien, ça baigne. Néanmoins, il a laissé entendre au cours du dernier Conseil des ministres que la question du pouvoir d'achat et celle des problèmes sociaux n'étaient pas réglées. Ce qui prouve qu'il a quand même des moments de lucidité. Effectivement, ni en matière de pouvoir d'achat, ni en matière, bien entendu, de problèmes sociaux, la moindre esquisse de règlement n'est intervenue. Et pour cause, puisqu'on n'a rien changé au montant des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques. Ce qu'il faut à un gouvernement digne de ce nom,
C'est un plan qui soit adapté à la situation du pays. La situation de la France est extrêmement simple. La France dépense, je l'ai dit et redit bien des fois, 9 points de PIB de plus que l'Allemagne. C'est-à-dire que nous dépensons chaque année, parlons en francs pour ceux d'entre vous qui se rendent mieux compte des dépenses lorsqu'elles sont exprimées en francs, 1063 milliards de francs de plus que l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est ni un pays sous-développé, ni un pays sous-administré, ni un pays socialement rétrograde. Donc c'est cela le problème. Alors il faut baisser les dépenses de l'État, baisser les dépenses de la sécurité sociale, baisser les dépenses des collectivités locales, et il n'y a plus d'autre solution désormais que de les baisser d'une manière systématique et très forte. Dans une situation normale ou paranormale, on peut, en touchant ici à une dépense, en déplaçant ici et là quelques éléments, en faisant en sorte de faire des économies, on peut arriver petit à petit à une solution dans la mesure où cette solution n'est pas trop lointaine. Mais quand vous voulez vraiment économiser plus de 1000 milliards de francs, c'est-à-dire 163 milliards d'euros, ça n'est pas ce genre de choses-là qui est possible. On se rend bien compte, dès qu'on veut toucher à quelque chose en France, tout le monde proteste, tout le monde se retourne vers son voisin et dit pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Eh bien la seule solution, ça consiste à ce que tout le monde paye. D'un coup, 10% la première année, 10% de dépenses en moins partout, sans aucune exception. Et puis l'année suivante, on pourra probablement, à raison de 5% de baisse encore et peut-être de 5% l'année suivante, arriver à l'équilibre des comptes en 3 ans. Et il faut le faire vite, car vous ne pouvez pas espérer le moindre redressement national si ces dépenses publiques ne baissent pas. Donc, la situation est extrêmement simple, nous n'avons plus le choix qu'entre deux hypothèses, ou le plan que je viens d'exposer et qui est irréalisable en l'état actuel des choses, compte tenu de l'état d'esprit de nos gouvernants, qui n'ont même jamais imaginé qu'une telle méthode soit possible, ou alors la poursuite de cette stratégie du chien crevé au fil de l'eau, avec naturellement, chaque jour, son lot d'entreprises qui disparaissent, ses délocalisations, ses mises au chômage, ses troubles sociaux, ses troubles psychologiques, ces faits divers de plus en plus atroces, car nous n'oublions pas, un pays qui se décompose voit aussi se décomposer la moralité de sa population. On a le sentiment que plus rien n'arrête aujourd'hui la décomposition. Alors évidemment, il y a encore beaucoup d'éléments sains dans la population, la majorité même, mais comment espérer un sursaut quand chaque jour voit se dérouler son lot de catastrophes économiques, de catastrophes sociales et de catastrophes humaines. Donc, c'est un vaste redressement national qu'il faut appeler, mais ce redressement ne pourra pas venir sans qu'une prise de conscience minimale ne soit enfin à l'ordre du jour. Or, cette prise de conscience ne peut passer que par le biais des vecteurs d'opinion. Des études fort savantes ont prouvé, ce que chacun d'entre nous sait bien au fond, que les meilleurs vecteurs d'information sont finalement les gens que l'on connaît. Bien entendu, l'information commence par les médias, ce sont ensuite les intellectuels ou les gens qui s'expriment, journalistes, écrivains ou autres, qui prennent le relais de cette information et qui ainsi parviennent à la démultiplier. Et puis ensuite, quand elle flotte dans l'air, eh bien, ce sont les individus, les particuliers qui s'en emparent, qui la traitent à leur manière et qui la restituent à leurs proches, à leurs amis, à leurs voisins, à leur entourage. C'est cela qu'il faut faire, mais malheureusement, il manque dans cette description un échelon majeur, les médias. Car s'il est vrai qu'on peut trouver maintenant toute l'information sur Internet, il n'en est pas moins vrai qu'Internet est tellement profus qu'il faut encore des médiateurs, enfin des gens qui puissent véritablement se saisir de cette information et la porter clairement aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Et là, c'est le rôle irremplaçable des médias. Les médias ont perdu la bataille de l'information pure, car ils sont désormais dépassés par Internet, mais il leur reste ce qu'ils ne savent plus faire, c'est-à-dire s'emparer de cette information, dégager l'essentiel des scories qui accompagnent inévitablement toute information, et faire en sorte
que cette information dégagée enfin de tout ce qui l'entoure et qui est inutile, réduite à l'essentiel et expliquée, que cette information parvienne au public. C'est ce travail que les médias devraient faire en priorité, et pour sauver les journaux, car après tout ce sont quand même les journaux qui pour l'essentiel sont les meilleurs vecteurs de cette information, il n'y a pas d'autre méthode. Alors plutôt que de réfléchir à je ne sais quelles acrobaties, nos médias feraient bien en effet de revenir aux principes de base de la pédagogie et de la communication. Espérons qu'une lueur d'intelligence les saisira ou une lueur de responsabilité. Pour l'instant, on ne la voit pas poindre, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de persévérer pour réussir. Plus exactement, il faut persévérer pour réussir. Et je pense qu'effectivement, en matière de persévérance, nous démontrons que nous faisons largement nos preuves, puisque voilà bien des années et des années que nous appelons le pays à se ressaisir. Voilà les réflexions que je voulais vous soumettre. J'espère qu'elles vous inciteront, vous aussi, à faire œuvre d'information, puisque vous êtes informés, et que l'information que vous donnerez permettra à chacun d'avoir de meilleures lumières sur la situation d'un pays qui en a grandement besoin. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Vive la France.